Et j'ai vu des documents après. Tu vois, j'ai vu des documents de japonais, hein, on le passait dans les salles, de l'armée japonaise. C'est très intéressant tout ça. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Alors, ce que je voulais dire à tes auditeurs, c'est d'écouter le témoignage. Ah ouais, on va s'éloigner du boum boum. Bon, parce que je crois que tout le monde écoute plus ou moins les mêmes choses. Mais j'ai entendu quelque chose d'intéressant. Alors, sur Omerta, c'est Virginie Joron. Elle rentre dans les détails de son boulot au Parlement européen, le Parlement qui n'en est pas un, et elle met sur la table ce qui s'y passe. C'est-à-dire les forces en présence, toute la crapulerie, parce que c'est... À part, on va très vite à comprendre, même si c'est dans le terme mesuré, elle est encore élue. Elle ne veut pas non plus chercher les coups. Mais on voit bien que c'est une institution qui est complètement crapuleuse. C'est la crapule faite institution. Et vu comment c'est foutu, c'est pas un truc, les gens qui disent une autre Europe. Mais vu comment ça a été foutu depuis le début, c'est-à-dire depuis 50, il ne peut pas en être autrement. Et Virginie Joron, si on sort des histoires moralistes et bébêtes, elle ne rentre pas là-dedans. Là, on comprend en fait le but de cette espèce de machin. Aujourd'hui, en 2025, hein, on ne se servait pas de l'Union européenne exactement de la même façon il y a 40 ou 50 ans. Et ça, c'est à écouter parce que c'est très clair. Alors, j'invite les auditeurs à se mettre là, à la place, comment dirais-je, il ne faut pas se mettre seulement à la place de l'électeur ou du cochon de payant, parce que l'électeur ou celui qui paye ses impôts, c'est le cochon de payant qui va entretenir ce système-là. C'est le concitoyen. Voilà. Donc, et qui ne se mettent pas seulement à la place voilà, mais qui se disent, mais tiens, à qui le crime profite et pourquoi il profite comme ça. Et là, c'est plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant parce que tu vois ce que les autres ont dans la tête. Hein. Alors, il y a déjà Virginie Joron, elle est passée aussi sur Sud Radio, dans Berkoff, dans tous ses états, et ça, elle dit la même chose, mais là, elle développe bien dans, qu'est-ce qu'elle dit, Omerta. Alors, la deuxième chose, un truc intéressant, ça doit être sur Tocsin, c'est l'entretien avec Charles Gave et un autre bonhomme qui parle à la Charles Gave, en fait, de l'économie mondiale. Il se réfère à une carte très intéressante qui est publiée dans la revue Conflit au pluriel. Je sais qu'il soutient cette revue et qui est à l'initiative, si j'ai bien compris, de Xavier Refer. Pourquoi, j'en sais rien, le criminologue, hein, Xavier Refer. Et il parle de tous les flux de circulation en fait, mondiaux. Comment ils se sont réorganisés. Et ça c'est très intéressant. C'est pas un scoop, hein. C'est un truc qui de toute façon est dans les cartons depuis des années. Peut-être pas 40 ans, mais en tout cas depuis 2012, ça c'est clair. Et c'est quand même très éclairant ce qu'il dit, parce que évidemment, personne n'est dans le secret des dieux, mais comme il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de secret. Il faut voir les faits, il faut voir ce qui se passe. On voit très bien que celui qui imagine que l'Occident est encore le centre du monde, il se le voit dans l'œil. Déjà, il y a 25 ans, quand on se baladait et qu'on travaillait surtout, notamment en Chine, parce que là c'était flagrant, il fallait être aveugle pour ne pas se dire que que le monde avait changé, que le monde avait tourné de 180 degrés. Parce qu'il y a les réalités, il y a les discours. Mais quand on travaillait là-bas, sans prendre parti, moi j'ai jamais pris parti. Je m'en fous, je regarde. Je vais pas être pour un tel ou contre un tel. Pourquoi? Parce que j'ai de leçons à donner à personne. Je m'en fous. Je regarde. Et quand tu regardes les choses comme ça, que tu dois gagner ta croûte, mais sans être un, comment dirais-je, sans être un esclave, c'est-à-dire en disant, bon, moi j'ai une possibilité de gagner ma croûte,
Mais ça ne veut pas dire forcément d'être du parti de l'employeur ou quoi que ce soit. Mais non, je peux faire ça, je le fais. Hein. C'est comme aux États-Unis. Si tu peux trouver très bien ta place, bon, on a besoin de toi, bah tiens, tu peux faire ce travail-là, on va te le faire faire. On va dire oui, d'accord. Et puis après, quand il n'y a plus besoin, on te dit d'aller voir ailleurs. Et des fois, sans ménagement. Ah non, 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 non. Tous les pays sont un peu différents. La France est plus cool. La Thaïlande est plus cool. Mais si tu n'as pas retrouvé un emploi en Thaïlande, par exemple, en un an, ils te disent, bah non, écoutez, maintenant vous dégagez la piste, on n'a plus besoin de vous. Vous n'avez pas trouvé, vous n'avez pas trouvé. Bon, en France, ça dure un petit peu plus longtemps. Bon, ça c'est pour des raisons, d'autres raisons. Alors, il y a donc l'histoire de Charles Gave sur Omerta, donc sur Toxin, avec la dame là, qui présente Toxin, etc. Et il y en a un autre. Bah, ceux qui regardent sur YouTube, Internet, ils vont tomber sur les derniers l'Institut des Libertés de Charles Gave aussi. C'est qu'il y en a 3 avec Charles Gave. Et là c'est très éclairant comme situation. Parce que quand on confronte les faits, et les mots, et pire que ça, c'est-à-dire que, par exemple, toute cette chose minable qui se passe avec les élections européennes, ah ben non, Georgescu, on va le dégager, cette espèce de magouille minable. C'est pas que Georgescu a été, par exemple, un patriote roumain, machin, tel qu'on peut le présenter. Non, c'est quelqu'un qui a été mis là, qui a été poussé là, en fait pour faire chier les autres. Et puis, on a voulu... Et puis manque de bol, ça n'a pas marché, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si, par exemple, il y avait Macron qui disait on va s'arranger pour faire une campagne de presse pour, je ne sais pas qui, un zigomar quelconque. Bah oui, mais ça marche. En fait, c'est fait pour placer les autres. C'est-à-dire que ça marche. Ça marche pas, justement. C'est-à-dire que ceux qu'on voulait pénaliser, eux, ils font des très bons résultats. Voilà, tu vois. Parce que le peuple est bête et il ne vote pas dans la direction de... Oui, mais ça commence à me gaver. Le peuple, il n'est pas con. Ouais, je sais. Le peuple, il n'a pas le pouvoir. Il n'est pas con, le peuple. Parce que s'il était con, ça fait des années qu'il ne supporterait pas. Ce serait le bordel incroyable. Bah non, je vois que dans l'adversité, les gens arrivent à se démerder. Bah, on en sait quelque chose. Hein. On arrive à se démerder, on arrive à transiger. Alors peut-être pas avec des petits cons qui connaissent rien de la vie, comme on peut trouver dans l'entreprise, dans l'administration, n'importe quoi. Mais quelqu'un qui a un peu de bouteille, il comprend. Alors il peut avoir un minimum pas d'empathie, mais de jugeote. Voilà, c'est comme par exemple, tu es malade, tu vas voir le médecin. D'accord, il y a le serment d'Hippocrate. On part déjà. Celui qui connaît rien de la vie, le médecin qui connaît rien de la vie, il va dire bon, bah, vous avez droit à 10 minutes et on facture une minute. Je l'ai vu, hein. Une minute supplémentaire pour 5 €. Bon, ben voilà, et il y en a d'autres qui acceptent de dire bon, bah, t'as pas de thunes. Moi, j'ai fait le serment d'Hippocrate. Bon, bah écoute, on va pas te laisser crever. Je vais faire une ordonnance. Si t'es malade, etc. On va s'arranger, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Et ce qu'il faut bien, le peuple n'est pas stupide. Mais attention, le peuple, c'est tout le monde. Hein. Le peuple, c'est absolument tout le monde, y compris dans les classes sociales. Tu vois. Tu as ce qu'on appelle, appelons ça l'oligarchie, c'est commode. Tu as la classe moyenne qui s'est fait acheter depuis 50 ans. Tu vois, on l'intéresse aux affaires crapuleuses de ceux qui sont là. Et puis les autres qu'on prend comme des Kleenex. Mais comme on ne veut pas que ce soit une mer de noir, parce que le chômage, il est créé, le chômage, il est entretenu. Tu ne peux pas délocaliser, par exemple, ou informatiser comme tu le faisais dans les années 80. Comment dirais-je, tu fabriques le chômage en faisant ça. Ah, il y a les profils, les machins, bon d'accord, mais tu fabriques. Bon bah faut bien inventer quelque chose pour limiter les dégâts. Le traitement social du chômage, par exemple.
Mais il n'y a pas que le chômage. Ils sont partis. Ouais, on y go, ouais. On y va. Allez. Il y a une partie à ma gauche là. Ah bon? Ouais. Tu vois, il n'y a pas que le traitement social du chômage. Il y a tout ce qui permet, en fait, de continuer cette espèce de connerie. Ouais. Et la connerie, c'est quoi? Mais c'est que des gens qui s'emmerdent parce qu'ils vivent bien, en fait. Mais ils s'emmerdent. Et tout ce qu'ils trouvent d'intelligent à faire, c'est faire des crapuleries, de faire chier le monde, d'être nuisible. Ça, j'arrive pas à comprendre. Ça, c'est très très particulier, ça. Bon. Mais malheureusement, ces gens-là, pendant assez longtemps, ils avaient les connaissances. Bon, Mais le point positif de Macron, c'est que c'est un révélateur de cette situation. Moi, avant, j'en étais pas conscient, quoi. Bah, Et l'arrivée de Macron, s'il a servi à ça, tant mieux. S'il a servi à ça, tant mieux. pour moi, c'est révélateur. Mais quoi. tu sais, Ouais. tu pouvais le voir avant. Hein. Bah non, moi j'étais naïf. Avant Macron, j'étais un mouton, moi j'y croyais. Hein. Mais non, mais t'étais inconscient, on peut pas t'en vouloir. Ah ouais. Tout est fait pour mentir. Le mensonge, pas seulement à travers les médias. Hein. Tout y passe, tout dépend de la place que tu occupes dans la Petite société. question Didier, 2005, ça t'a pas réveillé toi De 2005, ça te dit rien toi C'est Le quoi référendum. Voilà, Ah ça te dit ouais. rien, alors. Ça, si tu t'es pas réveillé à ce J'étais encore jour-là, mouton, j'étais encore un mouton. Mais je votais pas. J'ai arrêté de voter à 98 au moins. Ah d'accord. Et la dernière fois que j'ai voté de manière positive, c'est pour Ardat El Aguié. Et la fois d'après, j'avais voté en prenant un bulletin au hasard. Que j'avais pris un bulletin n'importe lequel. Et après, je me rappelle que ce que je faisais quand j'allais jeter les papiers dans la poubelle, dans mon cerveau, je me disais à voter. À voter, Il y ouais, avait quand d'accord. même, disons, Peu importe le, ouais. Ah, tu sais, maintenant ils sont tous pareils, même si tu votes quoi que ce soit, le jeu est truqué en avance là. Les jeux, voilà, on sait qu'ils vont mettre. Et après, c'est Jean-Noël Mendy qui a expliqué en fait pourquoi Jean-Noël Mendy, c'est celui qui fait comprendre, enfin qui m'a fait comprendre, qui m'a fait argumenter et comprendre. Le livre de Étienne Chouard. Étienne Oui, Chouard. ça c'est. Voilà, Oui, je te conseille de Étienne lire Chouard, Étienne Chouard. Et là, Ouais. tu vas comprendre que voter, c'est pas la démocratie. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cette phrase-là de Étienne Chouard. Voter, c'est tout ce qui m'énerve, moi, c'est que les gens qui ramènent leurs enfants. Cite la phrase. Ah pardon, voter c'est pas la démocratie, c'est même le contraire de la démocratie. Oui, C'est- alors, explique maintenant. C'est ce qu'il dit, hein, il faut poser Oui, la mais question. explique pourquoi tu dis Il ça. dit parce que depuis 30 ans, on s'arrange pour mettre un parti d'extrême droite et on met une chèvre et on vote mais pour la c'est pas- chèvre. c'est pas la question. Mais c'est ça. La démocratie représentative, c'est toujours ce qui a existé. Depuis le suffrage universel. Adolphe Napoléon Thiers. III, il n'y a toujours eu qu'une démocratie représentative avec un parlement, des conseils municipaux, des trucs comme ça. Mais comment veux-tu? Démocratie représentative, c'est une contradiction dans les termes. Ben oui. Ah, voilà. C'est-à-dire que, C'est un discours, disons, c'est là, c'est un- c'est Tu choisis séduisant. ton maître. Non, mais Non. on dirait un truc C'est contradictoire. c'est séduisant. Mais si le représentant ne joue pas le jeu, Mhm. et c'est arrivé souvent, s'il ne joue pas le jeu, si en fait il dit bon bah d'accord, j'ai compris, je suis un debout, mais qui fait l'inverse. Quand tu fais de la politique, tu vois, moi qu'est-ce que j'ai observé souvent? Qui sont les pires, les pires bonshommes? Ce sont les ouvriers qui sont devenus patrons. Mhm. Alors ceux-là, bah évidemment, être ouvrier, c'est pas toujours terrible. Mais alors, ils deviennent patrons, ils se sentent autorisés d'exploiter les autres. J'ai rencontré des crapules où tout leur était bon. Mais au petit pied, hein. C'est pas des gens, je sais pas, moi, qu'on fait des milliards et des milliards. Non. Et, bah, regarde, la femme de ménage du Front National, là, le Rassemblement National, les trucs à Le Pen, Mhm. c'est des gens qui viennent, c'est des, comme on dit, des petites gens, même s'il n'y a pas de petits gens, c'est pas des gens qui ont une place éminente dans la société. Hein, je veux fâcher personne. Ils sont là-bas de la On les pyramide, entend on dira pas. quoi. Oui, enfin disons, c'est des gens qui sont quand même écrasés, quoi. Ouais, ouais. Bah oui, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils pourraient se dire merde. Ah bah oui, mais attends, ils ont un bon salaire, ils ont peut-être une voiture de fonction. Il y a un zigomard en fait qui fait le boulot à leur place parce qu'ils connaissent rien en droit.
Et on mange bien à l'Assemblée nationale. Et puis au Sénat. Alors là, au Sénat, on mange mieux. Et on a des fauteuils assez chers aussi, ouais. On peut acheter des fauteuils à 40 000 Non, euros, mais je me souviens, les trucs à Mélenchon, et puis ils arrivent comme ça qui m'énerve, c'est des élus du peuple, et puis ils arrivent comme ça, pétris de suffisance et d'importance. Bon, Charles Pasqua, il avait été résistant, il a risqué sa vie, ce mec-là. Bon, allez, qu'il fasse son cinéma, je lui pardonne pas. De toute façon, avant, quand on vend du Ricard et de l'alcool, je pardonne pas. C'était un raciste, ça, c'est entre guillemets ça, je J'en ferme sais la rien, parenthèse. mais j'en C'était sais un rien. raciste, ah bon, la première loi sur l'immigration, c'est lui, hein, je te rappelle. Moi, je sais même La pas ce que première, c'est. ouais, en 93, la j'ai- première loi sur l'immigration, c'est lui. Hein. Donc c'est lui qui a Moi, je sais pas ce que c'est, le alors. précurseur des fachos. Hein. Voilà. Voilà. On va laisser Pasqua tranquille. Ouais. Bon, Il y en parce a que qui- facho pour moi c'est Mussolini, donc Bah c'est oui, vrai que le facho, terme tu as ça me raison. choque. Ouais. Ouais, mais il y a Ouais. différentes formes de fachos. parce Pour que moi, le facho- fascisme est mort avec Mussolini. Après, c'est un autre terme. fascisme, faudrait il y dire. a un autre porte là. Les Alors, fachos. néofascisme, alors faudrait inventer. Voilà, si tu veux, tu Ouais, veux ouais. faire l'humour. Non, là, non, mais- ben non, mais le facho, il est le mot, c'est à- important, Les hein. fachos sont à l'élite. Ouais, ouais. C'est pas le fascisme qui est à nos portes, c'est plutôt une nouvelle forme de nazisme qui est déjà. C'est-à-dire que si tu lis la littérature, pas la littérature soin de soin, non, la littérature dans le texte, hein, et tu retrouves des tas de trucs, des tas de lubies qu'il y avait dans les années 30, quand tu lis ce que disaient pas forcément des idéologues, hein, des idéologues qui sont là pour envelopper les choses, faire des grands discours, des fois grandiloquents, etc. Ou alors, bon, ils sont là, c'est des espèces de haut-parleurs. C'est pas eux tellement. Eux, c'est des haut-parleurs. C'est comme Attali. Attali, c'est un haut-parleur qui est là, qui sent la tendance. Comme il n'est pas con, il comprend très bien les choses. C'est une interface, Attali. Comme Goebbels, c'était un peu le même genre de truc. C'est-à-dire des gens, Ah ouais, ils sont pas à l'origine des choses. ah ouais. C'est des interprètes, des interprètes. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le Pékin moyen. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Le médecin, je pense à des textes particuliers. Le prof d'université, le juriste, le paysan éventuellement. Je dis bien éventuellement, parce que le paysan, au temps d'Adolphe, non, c'était... Il y en a que ça concernait, mais pas tout le monde. Éventuellement l'ouvrier. Après, je peux te poser une question Éventuellement. après. Vas-y, Après, je peux te poser une question. tu peux. Voilà, donc en fait, moi je pense quand même que le fascisme il est là. Et je te pose une question 3 et tu vas comprendre. Peut-être après, peut-être je me trompe. Voilà. Donc, est-ce que le fait d'obliger les gens à travailler jusqu'à 60 ans, est-ce que c'est pas une sorte de fascisme? Est-ce que le fait de ne pas écouter le peuple, j'ai fini la question, tu vas comprendre. Est-ce que parce qu'on était quand même 75% à 80% dans la rue de dire non à une loi. Un liberticide, non, à une loi qui ne vaut 2 ans. Ça, c'est un exemple, il y a plein d'exemples. Est-ce que le fait de dire je soutiens, je dénonce un génocide, on te met en prison, est-ce que c'est pas une forme de fascisme? Voilà ma question. T'as plusieurs choses là-dedans. Pour ce qui concerne la retraite, ce qui a été remis en question, c'est la façon de calculer. En ce qui concerne les 60 ans, mais ça, c'est des choses qui se négocient. On n'a pas besoin de légiférer là-dessus. C'est la législativité aiguë de la France. Oui, mais derrière tout ça, il y a bien un 49.3 qui est passé. Donc, Non, d'accord. pour moi, ça, c'est du fascisme. Non mais 40... Et ça, c'est le formel. 49.3 il est passé grâce à qui? Grâce aux députés. Oui mais c'est formel Ouais, ça. tu vois, tout est lié en fait. Tout est lié. Oui, mais non, les mais députés ils ont couché ensemble, la gauche et la Est-ce que droite. le 49.3 est une forme de racisme? Non mais, oui eh ou non, non? mais tu t'égares là. Ah, d'accord. Tu t'égares. Voilà, c'est-à-dire que ça c'est un des problèmes de la démocratie représentative. En plus, je ne suis pas sûr du tout les seules personnes, on pourrait dire qualifiées, ce sont les salariés. Donc, qui est-ce qui a fait le boulot, même pour le code de... Étienne Foire, qu'est-ce qu'il dit?
sur le code du travail. C'est les syndicats qui ont fait ce boulot-là. Le travail concerne les travailleurs. Les travailleurs, évidemment, peuvent faire valoir leurs droits. Mais il faut déjà qu'il y ait l'indépendance des syndicats. Ouais. Et pour qu'il y ait cette On va indépendance... oublier le MEDEF aussi. Hein. Oui, mais le MEDEF, c'est les patrons. Bon, mais je pourrais avoir le même truc. Bah, les patrons, ils défendent leurs intérêts de patrons. Parce que le peuple, c'est tout le monde. Alors après, le diable est dans les détails. Le travailleur, tel que tu l'imagines, il est souvent accroché à un endroit précis. Le patron, surtout si c'est un gros patron, pas les PME, hein, les gros trucs, les LVMH, les machins comme ça, eux ils peuvent aller n'importe où. Ils peuvent mettre leur siège social n'importe où. Ils peuvent faire balader leurs investissements n'importe où. Tu sais, des grosses boîtes. Bah tiens, là aussi Charles Gave en parle. Il parle de Schneider Electric. Mais je pourrais citer Total, Air Liquide. C'est 5% du chiffre d'affaires qui est en France. Le reste, c'est ailleurs. Et ces boîtes-là, elles marchent bien. Sauf, bon, les histoires avec Michelin, qui est finalement un brave type, mais comme un patron. Hein. C'est tout, un brave type comme un patron. Il voit les problèmes qu'il rencontre. Bon. Alors la question que tu poses, si tu représentes quelqu'un dans une assemblée comme l'Assemblée nationale, tu représentes le peuple et tout le monde a voix au chapitre. C'est-à-dire même s'il y a des antagonismes, ça c'est ce que les socialistes n'ont pas réussi à faire, parce que c'est des cerveaux mous. Les cocos, ils ont été quand même beaucoup plus radicaux, en disant ben, c'est bien simple, c'est les travailleurs qui deviennent leurs patrons, mais ça n'a pas marché. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire tout le monde parle d'une surpresse, ils ont fait une espèce d'oligarchie coco, en Union soviétique notamment, et ça ne pouvait pas marcher. C'était une débilité, ils ont voulu courir avant de savoir marcher. Est-ce que finalement c'est une solution? J'en sais rien. Bon, mais il est clair que on ne sort pas du problème de la nation. On sort comment dirais-je, une nation mondiale, c'est un non-sens. On n'a pas la même culture. Ça ne peut être qu'une prédation, ce qu'on a actuellement. La prédation de crapules, comment dirais-je, ben c'est comme les Anglais là. Oui. Les Anglais et les Hollandais. C'est intéressant ce que À tu dis. l'époque, tu vois, C'est à intéressant l'époque. ce que tu dis, mais Attends, j'ai une remarque après j'ai une remarque. Tu la feras C'est la remarque intéressant. après. C'est intéressant. Tu vois, ce qui se passe aujourd'hui, ça me fait penser à la maison d'Orange, quoi. Les Anglais, la Lloyd et tout ça, quoi. Les Hollandais, qui eux, c'est des petits pays confettis en Angleterre. Je parle même pas de l'Écosse. Mais tu crèves de faim. Au XVIIe siècle, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux même pas faire des petits pois. Enfin, c'est n'importe quoi. À Paris, on mangeait des rats. Donc, Bon, à la limite, manger des à rats. Paris, on mangeait des rats. Donc, voilà, ma remarque là, c'est ce que c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, c'est bon, Oui, là, mais hein. attends, j'ai pas terminé. Ah, t'as pas terminé, Ouais. pardon. J'ai pas terminé parce que c'est juridiquement que c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? C'est qu'ils ont commencé à fabriquer des bateaux. Alors les Hollandais, les bateaux hollandais, il faut du bois pour ça. Et même il faut faire un port. Le port d'Amsterdam par exemple, les troncs, c'est sur pilotis ce truc, hein, à l'origine. Mais ça venait d'où le bois? Ben, pas des provinces, comment dirais-je, pas de la Hollande, ce qu'était la Hollande à l'époque. Ouais, en Afrique, non? Non, Même pas? ben, on est en 1600, en 1630, quelque chose comme ça, 1620, 1630. L'Afrique, tu la laisses tranquille. Eh ben, ils allaient importer du bois qui venait de ce qu'est l'Allemagne maintenant. Ils l'achetaient, ben, ils réussissaient à faire ça. Ils ont fait un port, Amsterdam étant le plus connu. Ils se sont dit, on va fabriquer maintenant des bateaux. Les moulins à vent,
ça servait à faire des scies mécaniques. Voilà, c'est ça au début. Mais une fois qu'ils ont eu les bateaux, ils étaient tranquillos. Ils n'avaient ni pétrole, ni charbon, ni rien. Ils se sont dit, bon, si on doit scier à la main des trucs pour faire des bateaux, dans un siècle, on y sera encore. Ils ont utilisé les moulins à vent, les trucs comme ça. Bon, ils ont fait les bateaux. Les Anglais les ont imités tout autant. Et là, ils sont partis à la conquête du monde. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? À part faire du commerce, mais ils foutaient rien. Ils foutaient rien. Ils ont imaginé. Alors, Valérie Bugeaud, elle est intéressante, elle. Valérie, alors Bugeaud, ça s'écrit B-U-G-A-U-L-T. Valérie. Il y a un site qui s'appelle Révolu Droit. Révolu Droit. Elle fait des analyses et elle fait la comparaison entre le droit maritime des Anglais et des Hollandais à l'époque et le droit continental. C'est nous le droit continental. C'est la Russie par exemple. Parce que la richesse des nations, comme on disait au temps de Louis XIV, ou même au temps d'Henri IV, labourage et pâturage. Ça ne nous empêche pas d'avoir des côtes, etc. Et qu'une partie. Mais c'est chez nous qu'on crée la valeur. Bon, les Anglais, qu'est-ce qu'ils font? La valeur créée ailleurs, pour l'importer, ceci, cela. Mais c'est devenu tellement énorme, pas étonnant qu'ils ont voulu transposer le système à leur usage. C'est ça qu'on appelle la mondialisation. Et c'est un système de prédation. Ils ont cru que... Alors comment tu fais pour faire ça? Tu as besoin d'un pays stable politiquement. La Chine, c'est tout indiqué. Ça n'avait pas de vague. Tranquillos. Mais les Chinois, ils sont pas cons. Ils connaissent l'histoire. Et ils disent, bon, être l'atelier du monde ou être relégué à des... Ils avaient déjà donné, en fait, les poteries blanc-bleu du temps des Ming, les poteries qu'on trouve en Hollande, elles étaient fabriquées en Chine, hein. Tu comprends? Ouais. Alors ils s'étaient dit, mais alors la porcelaine, quand au XVIIIe siècle, on a su faire de la porcelaine en Prusse, de la porcelaine bien ronde, bien jolie, en inventant le procédé. Là, ça en était terminé pour les poteries chinoises. C'est le coup de grâce. Mais quand les Hollandais, les Européens ont su comment était faite la porcelaine, ils l'ont fabriquée, ils ont laissé tomber les Chinois. Ça, c'est déjà un truc. Alors les Chinois, ils s'en souviennent. Ils se souviennent aussi que quand il y avait un excédent commercial de la Chine du 19e siècle, il y a eu la guerre de l'opium. Il y a eu tous ces trucs-là. C'est-à-dire, vous êtes peut-être plus fort que nous, alors je vais t'en foutre une sur la gueule, là. Alors, la guerre de l'opium, on va dire, c'est futile, l'opium. Quelle est cette histoire? Ils se sont dit, non, on va introduire l'opium. Et comme ça, ils seront tous à moitié sous, et on pourra faire ce qu'on veut. Voilà, alors les Chinois d'aujourd'hui, ils n'ont pas la mémoire courte. Ah non. D'ailleurs, je vais te raconter une histoire. À l'école moyenne, ou peut-être même à la petite école. En Chine, on étudie Les Misérables en chinois. Pas tout, hein, sinon Les Misérables. Une fois quand j'étais passé, ils m'ont demandé de lire en français Les Misérables. Et puis après, il y en a un, il m'a demandé d'entendre que je lui chante la Marseillaise en français. Et il y en a un qui a voulu l'apprendre en français. Ça veut dire, c'est des vieilles histoires, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été oubliées. Et on m'a parlé aussi que quand il y a eu le sac du palais d'été à côté de Pékin, la lettre de Pékin, Wenminlian, que les Alliés voulaient des concessions. Ils sont rentrés, ils ont détruit en partie ce palais baroque, qui était un palais qui avait été demandé par l'empereur Qianlong, au nom des bonnes relations avec l'Empire chinois, et puis je sais plus quoi.
il y a eu ce palais. Alors les autres, ils ont fait leur caca nerveux, ils sont rentrés, ils ont pillé des choses. Ah, ils n'ont pas tout détruit. Hein. Prosper Mérimée et Victor Hugo ont protesté solennellement. Eh bien ça n'a pas été oublié. Tu vois, il y a des tas de troupes qui n'ont pas été oubliés. Mais je peux dire aussi, quand le chevalier de Chaumont a demandé au roi Planaraï, le roi du Siam, d'avoir une ambassade, alors que les Hollandais, ils arrivaient avec leurs gros doigts et ils arrivaient comme en terrain conquis. Les Anglais pareil, ça leur a pas porté chance. Les Français au moins ils ont demandé. Ça n'a pas été oublié. Et je peux même dire que dans la capitale, qui était un peu la capitale d'été à cette époque-là, qui est Lopburi, il y a même un son et lumière où on voit le chevalier de Chaumont qui a pu garder ses chaussures et on lui dit plus haut, parce que le roi doit pouvoir se saisir de la supplique. Il l'a accepté à une condition, des fonctionnaires siamois devaient visiter la France et ils l'ont visité pendant 1 an. Et à partir de là, à partir de tout ce qu'ils ont raconté, le roi a dit d'accord. Et il y a eu d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est au milieu, vers la fin du règne de Louis XIV, le roi a voulu une galerie des glaces, il n'en reste plus rien. Hein. Et c'est là où elle est tombée, Louise Michel. Hein. Bon, après, je vais sur notre sujet. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Ouais. Ouais, la commune de Paris, c'est Ouais. vrai. On l'a traqué en fait, à cause des frères Hammer. Les frères Hammer, c'est l'équivalent de... C'est à cause de l'Espérance ou à cause de... Non, ah oui, c'est pourquoi on l'appelle rue de l'Espérance. Non, ça a un rapport ou pas avec la commune de Paris? Non, je pense pas. Ouais. Louise Michel, là. Ouais. Mais c'est On est à la butte aux cailles. Enfin, elle était à l'époque, capturée. il n'y avait pas Elle a été capturée, oui. Elle est partie apprendre l'Australie, là. Oui, et elle a demandé à être condamnée à mort. On lui a refusé ce privilège. Mais est-ce qu'elle est revenue? Donc, Elle est revenue, ouais. C'est une fin de vie. Et elle a été enterrée à Le Levallois-Perret. fin de vie avant l'époque. Ouais. Il y avait déjà une loi de fin de vie. Elle avait exigé la peine de mort. Eh ben, tu veux la peine de mort, tu l'auras pas. On te met, Ouais. comment on appelle ça? Ah non, parce qu'après, ça s'appelait des martyrs et tout ça. Alors c'est pour ça qu'ils ont refusé. Ouais, mais Il y aura un c'est culte. magnifique qu'elle exige la peine de mort, qu'elle l'obtienne pas. Quoi. Mais non, Ouais. Mais elle a voulu en plus. C'est hein. très logique. Ouais. C'est très logique. Comment on appelle ça? Pourquoi Maintenant, Adolphe, Une Adolphe martyre. il a été carbonisé? Adolphe Thiers. Adolphe Hitler, pas Adolphe Hitler. Adolphe, ouais, je sais pas, à l'époque, c'était Non, pas Adolphe non, Hitler non. encore. Ouais. Ah oui, Il a Adolphe, été ouais. récupéré et carbonisé Ouais. pour qu'il n'en reste rien et qu'il n'y ait pas de culte. Et par Staline, ouais, qui a caché un peu ses traces, ouais. Mais ils ont Ouais, retrouvé il y avait, son... paraît-il, mais maintenant paraît-il qu'il n'y en a plus. Ah, ils ont rien Les trouvé. soviétiques avaient piqué un bout de mâchoire, paraît-il que ça a été incinéré en bonne et due forme. Ah, Voilà. il ne reste plus rien d'Adolphe Hitler. Alors, ouais, ça- Est-ce que, On va paraît-il- faire Robert Badinter bientôt là. Il va entrer au. Le Panthéon là, on va au Panthéon Non, mais Élysée, attends, on verra le Badinter. Panthéon, c'est plus à quoi ça sert. Ouais, mais Par exemple, attends, il y avait Brumaire, là, comment il s'appelle Pierre Brossolette. Bon, d'accord, c'était un résistant, mais il a foutu quand même la merde avec Jean Moulin. Moi, je trouve que on peut avoir de la considération pour Pierre Brossolette et l'Astier de la Vigerie, par exemple. Mais on ne les met pas au Panthéon. Parce que Jean Moulin, qu'il a payé de sa vie, par trahison d'ailleurs, c'est à l'origine du Comité national de la résistance. Alors bon, si c'est ça perdu en même temps, moi je suis pas d'accord. Germaine Tillon, elle a pu y aller après. Après tout, elle a fait des écrits, À mon avis, elle a été une des premières il y a résistantes. des gens qui sont au Panthéon, ils ne doivent pas y être. Hein, Bah, franchement. oui. Parce que si on fouille un petit peu, on trouve qu'ils n'étaient pas blancs. Faut arrêter à. Bah, il y en a qui n'étaient pas cachers. Voilà, ils n'étaient Absolument. pas chrétiens, On chrétiens sait. dans le sens de. Voilà. pas dire exactement. Voilà, c'était pas. Voilà. Faut arrêter de mettre n'importe qui. Hein. Il faut arrêter aussi de donner la Légion d'honneur à n'importe qui comme si. Bon, mais ça, c'est Voilà, comme des prix comme ça. J'ai l'impression qu'ils ont inventé des prix. Ils ont inventé, par exemple,
déplacements, par exemple, voilà, on les met dans la Panthéon et tout ça, mais je ne sais pas à quoi arrive tout ça en fait. Je ne sais pas pourquoi le chef président veut marquer ça, je ne comprends pas là, avec un truc qui n'a rien à voir avec la réalité. Hein. Ça, c'est un signe de décrépitude, de dégénérescence. Quand par exemple Louis XIV, il n'y a pas que Louis XIV, hein, à Toulouse, il y a une place avec le roi. Parce que ben voilà, le Parlement de Toulouse s'était accroché avec le Royaume de France. Oui, mais Louis XIV, il a fait le canal du Midi. Tout le canal du Midi, c'est Louis XIV. Et puis, les ponts sur la Garonne, c'est Mansart. Il n'a pas rien foutu, Louis XIV. Tandis que Giscard, il a récupéré une gare pour faire un musée. Mitterrand, je sais pas trop, alors, il a fait une bibliothèque de personnes n'est content. Il a fait venir les immigrés de Maghreb quand même. Il a supprimé la peine de mort. Mitterrand, il a supprimé la peine de mort. Après, est-ce que c'est positif, ça? Il a fait construire la France quand même. Mitterrand et Giscard, ils ont fait quand même. Parce qu'à l'époque, à la sortie des 30 Glorieuses, les Français ne voulaient pas faire Et pourquoi on est sorti des 30 Glorieuses? Ça a été provoqué, ça, merde. Voilà, c'est pas une fatalité. Alors qu'on arrête de m'emmerder avec ça. Non. C'est la France a perdu, a cessé d'être un État stratège. En gros, à la mort de Pompidou. Parce qu'il y a eu Mesmer et tout ça. C'est l'État stratège, Tintin et Milou. Ah oui, mais oui. C'est raison au niveau national, c'est fou d'ailleurs. On est sorti de 30 Glorieuses en 73 parce qu'il faut prendre de la hauteur, parce qu'il faut voir au niveau mondial, parce qu'il y avait 2 crises pétrolières. Et la faute à qui? La faute à qui? Qui a provoqué ça? Il y avait des crises financières, des crises pétrolières. Bah voyons, voilà. Mais bah voyons. Donc voilà, il faut pas voir au niveau de la France. Ah bah oui, la bonne heure, Il y avait des crises. Les crises. Ah mais c'est vrai qu'il y a des fois des crises. Il y a des crises, on les fait soi-même. On ne peut même pas les instrumentaliser. Ça s'appelle la crise de 29. L'oligarchie américaine de l'époque l'a quand même regretté parce que c'est vrai que Roosevelt, il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Et puis la crise de 2008. La crise de 2008, ceux qui ont provoqué ça de longue date. C'est les banques. C'est tout un système. Attends, on ne va pas y passer notre vie. Oui, mais maintenant, ils le regretteront longtemps. Hein. Parce que là, il y a quelque chose d'irréversible. Hein. 2008 a démontré par A plus B que tout ce petit monde qui voulait faire marcher les gens au pas, c'était des gens absolument pas sérieux. Qu'a fait réfléchir ce qu'on appelait à l'époque le reste du monde et qu'on regardait de haut. Et maintenant, les choses se sont inversées. Les choses se sont inversées. En tout cas, merci à toi. Donc, on va laisser. C'est pas mal. Allez, la parole à d'autres. Allez, la parole à d'autres. Non, c'est intéressant. Après, Non, mais c'est pour lire des livres. C'est pour les bouquins. Valérie Bugot, Révolu droit. Les dernières interviews de Charles Gave sur Omerta et Institut des Libertés. Et Virginie Joron sur Omerta. Parce que là, j'ai trouvé que pour une fois, il y avait de la substance. Et la revue Conflit, où il y a la carte. Elle est pas mal faite, cette carte. Voilà. Et c'est pourquoi j'aime bien te donner la parole, parce que tu donnes tes sources. Tu n'es pas en train de parler pour parler, non. Tu donnes. Et merci à toi. C'est pour passer la main à d'autres. Non, je veux dire, mais c'est pourquoi on aime bien faire le boulot, parce que tu donnes tes sources. Alors par contre, tu m'as dit que tu t'appelais Philippe ou Daniel alors finalement? Pourquoi Daniel? Ça vient d'où, Daniel? Je sais pas. Moi j'appelle Philippe. C'est Philippe alors. Il y a Rémi là. Ouais. Moi c'est Philippe. J'ai vu qu'il avait écrit ça sur son site. Ben oui, j'ai vu ça. Moi j'ai pas dit trop de conneries. Parce que des fois je. Ouais, c'est Philippe, c'est pas Daniel. Bon. Merci à toi Philippe, on va passer la main. Et toi, c'est quoi? Moi c'est Boucha. Ouais, Chouba, peut-être pas quoi. C'est Boucha, ouais. C'est mon vrai prénom ça, Boucha. Boucha. Mais c'est raccourci, non, ton prénom? Ouais, c'est les 2 premières syllabes de mon prénom. Qui est beaucoup plus long, quoi. Ouais. Ah mais Boucha, ça va. Merci à toi Philippe, c'est intéressant. Je vais lire un petit peu, je vais revenir sur la guerre de l'opium. Je veux revenir parce qu'il y a plus de détails aussi, parce qu'ils l'ont regretté quand même la guerre des donc on a introduit
parler de la guerre de l'opium. C'est intéressant ça. Il y a la guerre de l'opium à l'envers. C'est, attends voir, c'était du temps de Biden là. Je crois que c'est Anthony Blinken qui va voir Wang Yi et qui dit il faudrait que vous cessiez d'exporter vers le Mexique le précurseur pour fabriquer les opioïdes qui nous empoisonnent la vie aux États-Unis. Alors, le Chinois, le Wang Yi, regarde Blinken en disant écoutez, il y a la liberté du commerce et après tout, c'est la guerre de l'opium à l'envers. Ah bah tiens. C'est intéressant, faites des recherches les amis. Merci à toi. J'ai rien poussé. Ouais, tu m'avais fait part de la personne qui portait le drapeau. Je ne sais pas ce que c'est que ce drapeau. Hein C'est un drapeau de la République, la première République chinoise. Ah. Mais avant c'est Mao. pas très clair. Antérieur à Mao. Mao. Bon. Création du Parti communiste chinois, donc du PCC, c'est il me semble c'est 1922. 1920 c'est en France, c'est 1922. Je vais quand même montrer le drapeau. Mais ça c'est pas pareil. Ah mais c'est trouble. Attends, je vais rezoomer sur moi et revenir dans l'autre sens. Parce que là je suis passé en mode pas trop trouble. Ouais, mais je sais pas ce que c'est, si c'est bien vrai ce truc. Et ça c'est 1911. Et tu en as parlé avec lui de son drapeau? Ouais, mais c'est pas très solide ce qu'il dit. C'est un peu des trucs qu'il a regardé sur Wikipédia. Alors ça doit lui plaire, c'est pas très sérieux. Mais 1911, c'est celui qu'on appelle Sun Yat-sen ici, qu'on appelle Chen Jung-chan de son vrai nom, et qui a... C'était déjà un vieux monsieur à l'époque en 1911. On lui avait fait... L'Empire chinois lui avait fait la vie dure. Il avait dû se réfugier quand même avec l'aide des Occidentaux, c'est clair. Ce qui est dans la Malaisie, à Pulau Pinang, qu'on a Georgetown, c'est la même chose, dans l'île de Penang. Et au nord, il y a la ville qui s'appelle Georgetown, c'est une colonie anglaise. Alors il s'est réfugié là, et il me semble à Singapour, qui était pareil, c'est beaucoup plus bas sur la péninsule. Sa tête avait été mise à prix. Il voulait réaliser cette révolution, cette modernisation entre guillemets, ou cette occidentalisation de la Chine. Bon, et finalement, c'est beaucoup les Anglais qui l'ont aidé à faire ça. Et les Anglais les autres, mais les Anglais, les Anglais parce que c'est allé l'Empire britannique, les Américains sont jamais très loin. Et puis, l'Empire était en déliquescence. C'était ceci qui était l'impératrice. L'empereur de Chine, où il avait peut-être été intronisé, quoi, à cette époque-là. Dans la ville de... c'est pas à Wuhan, c'est à Wuhan. Tu as le Mekong qui coule comme ça. Wuhan, c'est un énorme machin. Wuchang est là. Hanyang. Bon. Et là, voilà. Et là, il y a le premier parlement, démocratie représentative. Il faut noter. Pas démocratie directe, alors ça n'existait pas encore. Non, mais alors je profite pour faire une parenthèse. Certaines provinces de Chine, les petites où il n'y a pas grand monde, il y a Gansu, Qinghai, tout à fait au nord du Tibet. Le Tibet, ce qu'on appelle le Tibet ici, Xinjiang. Il y a celle-là, et peut-être une autre. Elles sont en démocratie directe, parce que tu as très peu de monde. Et il y a quand même un représentant, peut-être deux, à l'Assemblée populaire, au Tahuatang, à Pékin. Il y a ça. La Chine, c'est très compliqué. Tu as des administrations directes, tu as des démocraties directes, tu as des provinces autonomes, le Xishuangbanna, le Yunnan, le Guangxi sont des provinces autonomes, par exemple. Tu as les provinces à statut spécial,
Shandong, donc Hong Kong, Taïwan, et puis ce qui était Macao avant. Pour les tas de raisons, hein, à la fois historiques et par commodité. Ça arrange bien tout le monde. Hein. Ça arrange bien tout le monde. Et alors, l'histoire, ce qui s'est passé en 1949, le 1er octobre, a été proclamée la République populaire de Chine à Pékin, par Mao Zedong. Pourquoi? Parce que les nationalistes, ils n'avaient pas su plaider leur cause. C'est quand même leur cause à eux. C'est-à-dire la cause d'une espèce d'oligarchie. Quand les cocos ont fait la grande, alors ce qu'on appelle ici la longue marche, mais qui ont fait le grand recrutement, ça veut dire, quand tu regardes les caractères, c'est ça que ça veut dire. C'est pas, ah oui, ils ont marché longtemps. Ils ont dû se planquer même dans des grottes, là, je sais pas quoi. Il y a des musées là-dedans, où là où ils s'étaient planqués, pour les gens qui aiment faire le tourisme rouge, c'est intéressant. Hein. Eh bien, les cocos, ils ont convaincu quand même beaucoup de gens, notamment des paysans maltraités, que le système communiste allait quand même beaucoup leur rendre leur dignité. La dignité au sens avoir une importance. C'est pas une dignité de pacotille. Ouais. Bon, si on va là-bas, comme ça on aura moins de vent. Parce que le vent aussi c'est assez gênant. La dignité, mais la vraie. La dignité, c'est-à-dire celle que tu ne peux pas acheter. Tout homme a une dignité. Tu ne peux pas payer pour. Tu ne peux pas vendre ta dignité. Voilà, c'est ça. Ça, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Et la dignité au sens chinois, il n'est pas aussi idéaliste peut-être que la dignité au sens occidental. C'est à la place que tu occupes, mais même la place toute petite, c'est une place. Il n'y a pas, disons dans la culture chinoise, un oiseau si petit soit-il est un maître complet. Ça c'est une expression. Tu vois. Et tout le monde a sa place sous le ciel. Tout le monde a sa place sous le ciel. Et ceux qui avaient une place, mais dont on se servait comme des serpillères, les communistes ont dit, mais si, en plus quand cette espèce d'armée rouge, tous ces gens, tous ces militants venaient, ils donnaient un bon en disant, on va vous nous donner à bouffer, mais attention, on va vous le rembourser. Les nationalistes, ils se servaient dans la caisse. Hein. On en a besoin, on a faim, aidez-nous, ragnagna, vous êtes de notre côté, voilà. On est où là Tolbiac. Rue Bobillo. Ouais, Tolbiac, rue Tolbiac, ouais. Là-bas, Ouais, l'intersection entre rue Tolbiac et Bobbio à l'heure actuelle. Et là, on va se diriger en direction de Place d'Italie. Et c'est pourquoi? C'est pour ramener quelqu'un ou pour de la sortir? Place d'Italie. Non, c'est vrai, c'est pour savoir. Ah, on est à Tolbiac alors. Ouais. On est rue de Tolbiac. Et on va tomber bientôt où on a passé l'église Sainte-Anne, je ne sais plus si c'est avant ou après. Oui, alors les communistes ont fait ça. Et en 1949, de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que la Chine avait été occupée par le Japon, plumée par la même occasion. Il y avait des conflits quand même. Et les... Salut. Les... Comment dire Ouais. Je peux vous interrompre 2 minutes? Oui, bien Ouais. sûr. Tenez, si vous voulez une carte postale, je vous donne une carte postale. Et voilà. Il y a moins de choix, mais Je vais zoomer, comme ça on voit bien. Des patates. et des- Donc l'exception à la règle est Brecht, la compagnie du monde la présente, joli mot. avec la justice et un œil qui est un symbole assez fort. Et Ah, là, parce qu'en fait, il joue l'exception et la règle. Ah, Une pièce de théâtre, ça, je crois que ça dure 1h15. Et Ouais. à l'épée de voix, la cartoucherie Oui, la cartoucherie, dans le à bois Vincennes. dans le bois de Ah, Vincennes. ouais, c'est joliment, il y a aussi un restaurant qui s'appelle comme ça, pas loin d'ici. Ah, ouais. c'est la chanson.
de Raymond Queneau. Ah. La chanson de Raymond Queneau. Et donc, Oui, si- c'est le Raymond Queneau. Si t'en veux une, tu peux... Bah ouais, mais j'irai peut-être pas. Ouais, mais ça fait rien. Ah bah si, quand on me donne, c'est pour Bah moi je vais prendre celle-là alors, les patates roses, elle est jolie, ouais. Je vais la Ah, le montrer. dimanche à 16h30. Oui, oui. Je sais pas Et si c'est c'est... quand Voilà, C'est c'est à partir du 2 jusqu'au 17 les patates, Oh, les les roses. Non, mais mai, pas avril. Ah oui, mais... Ah bah peut-être. Ouais. Donc compagnie Joli Môme, l'exception est la règle. Et pour les vieux comptes d'âge comme moi, je crois que c'est 18 €, quelque chose comme ça. Ah, plus tu es vieux, plus tu payes cher alors. Non, je crois pas, justement. Ah, tu veux dire que c'est moins cher pour les vieux? Dégage, oui. Et les centenaires, ils payent combien? Parce que moi j'en connais une de centenaire, mais après je sais pas si elle viendra. Ouais. Est-ce que Donald Trump peut être mis en cause? On peut Ah, merci. Hein. mis en cause pour C'est vachement bien la compagnie Joli Môme. Ils étaient à la plaine Saint-Denis et ils se sont fait virer par le maire de la plaine Saint-Denis, mais ils sont restés vachement longtemps. Hein. Ah bon, vire les gens à la pleine famille pour la pleine famille. Oui, c'est vraiment Ça s'est boboisé. Ah, c'est plus un communiste. Avant c'est des communistes. Il y a Ouais. 5 minutes du coup, c'est qui? Alors ça, je sais pas. Ouais. Donc, l'année dernière, je dirais, et là, du coup, il joue Ah d'accord. à la carte. Oui, c'est... Comment elle s'appelle là? Noskine, qui elle se parle, comment dire, elle déplore. Comprenez, moi, je suis d'origine russe et la pauvre Ukraine, elle a fait un spectacle sur l'Ukraine, elle n'a rien compris cette pauvre Ariane, mais rien, elle s'est fait... On voit que moi, ce qui me gêne souvent, c'est les artistes, et souvent les artistes de gauche, ils sont là pour prendre des causes qui peuvent être intéressantes. Bah oui, mais ils réfléchissent, ils mettent ça en scène, mais ils sont bien au chaud. Parce qu'ils savent qu'il y a un public pour les écouter. C'est leur côté révolutionnaire de salon qui me déplaît. Il faut qu'il y ait un théâtre qu'on appelait de gauche. Est-ce que ça veut dire encore quelque chose? J'ai rien contre Brecht. Hein. Bon, des fois, il y a des trucs qui m'emmerdent un peu chez lui. Mais quand il dénonce le nazisme, enfin tous ces trucs-là, il y a des pièces qui sont pas mal, quoi. Ou même bêtement, le cercle de craie caucasien. Bon, c'est pas une... Bon, c'est des pièces, bon, voilà. C'est intemporel, ça. Et Ariane Mouskine, qu'est-ce qui lui a pris? Elle est peut-être vieille, en fait, elle est peut-être gâteuse. Mais on ne fait pas une pièce de théâtre sans connaître le sujet. Voilà. Ou alors, moi je n'ai pas vu sa pièce, mais je l'ai entendu en parler dans les médias grands chemins. Je pense qu'elle a dit la vérité. Non, tu sais, regarde ce qui se passe depuis 20 ans, à peu près. Les artistes, il y en a qui vivent sur leur lancée. Oh, ils sont pas dangereux, hein. Ils radotent. Ils sont dans un monde qui n'existe quasiment plus. Il y a ceux qui sont plus jeunes, qui veulent se caser. Soit ils se regardent le nombril, ils n'ont rien à dire, ils le disent. Bon, ça, tu me diras, ça a été déjà fait. Par Beckett notamment, puisque c'est ça qu'il a dit. Et puis, il y a ceux qui font la pute. Ils cherchent quelque chose, ils veulent être sous. Par exemple, ceux qui sont subventionnés, d'une façon ou d'une autre. Tu sais, les SRAC, Fonds régional d'actions culturelles, ces trucs-là. Bon, il y a des achats, il y a des politiques d'achat, des trucs comme ça. Bon, bah, c'est pareil que pour les associations. Il faut être en odeur de sainteté. Le copinage, la tendance politique, la famille du haut de poil. C'est ce genre de truc. Moi, je trouve ça regrettable. Moi, ce que j'attends de l'art,
c'est que ils rendent les gens un peu moins cons qu'ils le sont. J'aime bien sortir, je sais pas, d'une pièce de théâtre, d'un film, où je me dis tiens, j'ai envie d'y réfléchir après. En disant tiens, mais c'était pas prévu au programme ça. Il m'a montré, il m'a mis le doigt sur une réalité que je connaissais pas. Bon alors il faut creuser. Ou alors, je connais la question, mais j'y avais jamais envisagé les choses comme ça. L'artiste, je dirais le cinéaste, ou le scénariste, allez, le théâtreux, il devrait faire ce genre de choses. Voir ceux qui font les chansons. Voilà. Il y avait encore des chansons assez sympas dans les années 80. Après ça a dégénéré, quoi. Ou alors, bon, il y en a qui continuent de faire ça. Alors, il faut les chercher, hein. Ils n'ont pas pignon sur rue, comme c'était le cas il y a longtemps. On disait, tiens, c'est nouveau ce truc-là, ça pouvait passer sur France Inter. Ah, maintenant, il faut être politiquement correct, faut dire amen au réfléchissement climatique, faut dire amen au virus, faut dire amen à l'Europe. Vaccinez-vous, il fait chaud. C'est quoi la chanson qu'on pourrait chanter là? Vaccinez-vous, il fait chaud. Votez pour la gauche. Ouais. Dans les pharmacies peuvent vacciner les gens. Bon, bien sûr. Alors il y a une petite campagne en disant si vous avez plus de 80 ans, faites-vous piquer. Oui mais alors là c'est un pharmacien. Un médecin a été condamné pour avoir pictousé quelqu'un qui a porté plainte en disant mais le médecin n'aurait pas dû le faire. Il y avait des politiques au niveau de la santé publique. Il l'a piqué quand même. Il a été condamné par la Cour de justice de l'Union européenne au mois de janvier de cette année pour des faits remontant, il semble, à 2021. La personne a porté plainte. Alors on peut trouver l'arrêté du jugement. Je sais que j'ai pu l'obtenir. Il faut voir le journal François.fr, là. François, le journal François. Ouais. Il y a un article là-dessus et il y a un lien qui renvoie à la décision du tribunal. Bah oui, mais ça c'est une chose intéressante. Moi, ce que j'ai dit aux pharmaciens, j'ai dit mais il ne faudrait pas qu'on vous fasse porter le chapeau s'il y a des effets secondaires. Ah bah oui, mais c'est la politique de santé publique, ragnagna. Je dis oui, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Si quelqu'un a des effets secondaires et qui porte plainte, ça, cet arrêt du 30 janvier, quand le 30 janvier, peut faire jurisprudence. Voilà. On n'est pas une contradiction près. Hein. Ça dans le monde n'est pas blanc ou noir. Ce serait trop simple. On est toujours en mi-temps. Ouais, là, Emmanuel est ici, mais ils vont bientôt détruire le bâtiment. Là, ils sont en train de le détruire. C'est quoi? Là, ils vont faire des travaux. Ce bâtiment, il va tomber. Le bâtiment derrière aussi. Ils vont construire. Qu'est-ce qu'il y a là? Ça, c'est le seul bâtiment qui reste. Et les deux bâtiments qu'il y a là et là-bas. Mais pourquoi? Pour faire des logements. Si tu veux, on peut regarder la plaque. Ouais. Le bâtiment par lui-même. Non, celui-là, il va être maintenu. Mais regarde le bâtiment derrière là. Démolition totale des bâtiments. Ce bâtiment, il va être maintenu, c'est le seul qui va rester. Et là, tu as un bâtiment ici et derrière. Et ces deux bâtiments vont être détruits pour de la construction. C'est-à-dire que le problème, c'est si on veut faire des logements sociaux dans Paris, où est-ce que tu vas trouver le terrain à bâtir? Il y en a qui leur tiennent. Tu as des tas de bâtiments qui appartiennent à des assurances, tu dois savoir. Bah, oui, ils n'en font rien. Ça, c'est des HLM. Là, tu as une pharmacie qui a été fermée. Qui avait, ils vont réaménager. Bon, je pense qu'il va y avoir une opération financière intéressante.
Après, je sais pas si c'est un intérêt. Il n'y a pas beaucoup de place. Non. Ouais, celui-là, il va être maintenu, mais derrière, tu vois, il y a les deux Et là bâtiments. Ah, là, Non, c'est ceux-là, pas non, pareil. ça c'est. Non, ça, non, ils sont pas concernés. Et là, ils font des travaux pour préparer le machin, quoi. Route de barré, ils vont faire des travaux, quoi. Après, je connais pas les détails, si c'est positif ou négatif, quoi. Marche sur les petits points. Ah, la marche anti-facho. Le 10 mai, donc, bon, ce sera pour plus tard. Bah, alors, contre les fachos, hein. Alors, qui est-ce Après, ce qui est Oui, fort, mais c'est. attends. Qui est-ce qui appelle Oh, Parce je sais que- pas. Je vais répéter ce que j'ai peut-être dit à Bouchal là, tout à l'heure. Ouais. Bah, c'est antiraciste. Mais moi, je me suis accroché avec le mec là de l'autre fois. J'ai dit, mais les Français sont pas racistes. Mhm. Et qui le dit? C'est pas moi. C'est des gens d'Afrique du Nord, de je sais pas quoi. Ils disent non, les Français sont pas racistes. Bah, il faut Alors- culpabiliser le français pour qu'il accepte. Mais pourquoi il se laisserait culpabiliser? Bah, il faut attendrir le mouton pour plus facilement Ouais, bah, le tondre. attends, le mouton, il n'y a plus de moutonniers en France. Hein. Mhm. Il n'y a plus des masses. Le mouton, il vient sous plastique de Nouvelle-Zélande. Alors, tu peux l'attendrir, celui-là. Tout ça, c'est des bêtises. C'est-à-dire que ceux qui disent des anti-trucs, anti-machins, ils ont besoin de ça pour exister. Il y avait un gars Ils ont plus rien ouais. à dire. Il y a un gars qui disait en France on manquera jamais de viande parce qu'il y a trop de moutons. Bon après c'est de l'ironie hein. Ouais, mais j'ai bien compris. Ah ouais. Bah, j'en sais rien. Mhm. Tu sais, le français, il est bizarre. Hein. Moi, je dis que c'est un peuple léger. Mais c'est dans tous les sens du terme. C'est assez imprévisible. Hein. Mhm. Tu peux pas trop savoir. Ouais, faut pas le juger à l'avance, il faut attendre un peu. Moi, je crois que on est quand même très différents. Les Allemands, ils sont trop carrés. Il leur faut toujours des structures de médecins. Et puis, c'est un peu vrai ce qu'on dit, mais ils ont souvent besoin d'un chef, un peu comme était Frédéric Leclerc. Il leur faut un bonhomme, une structure vers laquelle regarder. Les Français ils s'en foutent. C'est pour ça qu'on s'en tirera toujours. Hein. Pourquoi il y a Ouais, j'arrête la lumière parce que je l'ai lancé. il y a une lampe électrique? Ouais, je sais, je l'arrête. Non, attends, là j'ai arrêté le son là, carrément. Attends. Ah ouais. Ouais, là je suis. Ouais, il a lancé la lampe. Pourquoi il n'y a que moi qui